Midi Choc. Choc. Avec Anne Lonto. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Stéphanie Chouinard, professeure adjointe en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada, afin de discuter sur l'état de la langue française, ici et sur une échelle nationale. Madame Stéphanie Chouinard, vous êtes professeure adjointe en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada, spécialisée en régime linguistique, en droit des minorités et des autochtones, et en le rapport entre le droit et la politique. Vous êtes diplômée de l'École d'études politiques, de l'Université d'Ottawa en pensée politique et en politique canadienne et comparée, et de la faculté de droit de l'Université de Montréal en droit public. Vous avez aussi été lauréate de plusieurs bourses, dont la bourse Vanier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Mais au fond, à travers tout cela, vos titres, vos diplômes, vos récompenses, qui êtes-vous? Je suis une francophone qui a grandi dans 4 différentes provinces et dont le parcours personnel a fortement, je dirais, eu un impact sur mes aspirations professionnelles. C'est pas anodin que j'ai décidé de faire de ma carrière des recherches sur les politiques linguistiques sur les communautés en situation minoritaire au Canada. Donc c'est un peu de là qui est venu mon intérêt pour ces questions-là. C'est de mes expériences personnelles. Et donc ce parcours personnel, y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous a inspiré à être francophone ou à vouloir poursuivre vos études en français? C'est parti de la maison, évidemment. À la maison, on parlait français, mais moi j'ai grandi au Labrador et puis avec mes parents, on a décidé en 9e année que je passerais de l'école française à l'école anglaise pour terminer mes études secondaires parce que la qualité de l'éducation était simplement pas là et on s'inquiétait un peu de l'effet que pourrait avoir un mauvais parcours secondaire sur des études universitaires éventuelles. Donc j'ai décidé de passer au système anglophone. Ça m'a amené à me poser des questions sur l'égalité de statut, mais aussi l'égalité de fait des communautés linguistiques en situation minoritaire avec les majorités. J'ai aussi participé au réseau communautaire. J'ai été à l'organisation qui est un peu l'homologue de la FESPO en Ontario, c'est-à-dire Franco-Jeunes de Terre-Neuve et Labrador. Et donc ça m'a amené à baigner un peu avec plusieurs représentants, leaders communautaires qui avaient ce type de questions-là et qui en faisaient leur pain et leur beurre finalement. Donc c'est un peu à travers de toutes ces expériences-là que j'en suis venue à étudier et à faire des recherches sur les communautés minoritaires. Et donc, lors de votre changement à une scolarité anglophone, avez-vous vous-même ressenti des différences dans la qualité de l'éducation? Oui, c'était pas comparable. L'école française chez nous avait à peu près 50 étudiants de la maternelle à la 12e année. Là, je tombais dans une école secondaire où il y avait plus de 500 étudiants. Donc, le choix des cours qu'on pouvait prendre, par exemple, les programmes enrichis, les programmes en arts, etc. En musique, en théâtre, c'était quelque chose qui n'existait simplement pas dans le secteur francophone chez nous. Et c'était quelque chose qui était important pour moi et pour mes parents. Au-delà des cours de sciences et de mathématiques, l'apprentissage des arts et de la culture, c'était quelque chose d'important. Et donc, de ne pas avoir cette offre de cours-là à l'école, c'était problématique pour moi. Par contre, c'était bien dit que une fois que j'aurais terminé mes études secondaires, que je retournerais étudier en français. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai été faire mon baccalauréat à l'Université de Moncton. Et à l'Université d'Ottawa, j'ai eu la chance de faire toute ma scolarité et d'écrire mon mémoire de maîtrise, ma thèse de doctorat en français aussi. Donc, c'était un détour, mais pour mieux revenir là, à faire des études en français. Et donc, c'était un peu aussi une injustice, n'est-ce pas? À un jeune âge, est-ce que vous avez pu ressentir cette injustice par cette expérience?
c'était une injustice, mais ça m'a ouvert les yeux sur la façon dont la communauté anglophone majoritaire comprenait nos défis aussi. Et je pense que c'est une belle richesse pour moi d'avoir eu la chance de côtoyer là pendant tout ce temps-là des jeunes de mon âge de la communauté majoritaire, parce que ça m'a appris à mieux leur parler de notre réalité. Et ça, je pense que c'est important parce que souvent les populations majoritaires, ce n'est pas de l'indifférence autant que de l'incompréhension qu'ils ont face à nos réalités. Et ça, par exemple, en Ontario, en novembre dernier, avec les coupures du gouvernement Ford, on l'a vu qu'il y avait plusieurs questions provenant de la communauté majoritaire, à savoir pourquoi la communauté francophone avait réagi de façon aussi forte aux coupures qui avaient été annoncées, là. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui m'est resté encore aujourd'hui. Je pense que c'est une richesse. D'accord. Donc, en parlant de cela, pour bâtir une communauté autour d'une langue, quelles sont les barrières à contourner et comment y arriver? Ouf, c'est une question large. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ce que vous entendez par barrière? Vous avez justement parlé d'une difficulté avec le nouveau gouvernement, un gouvernement qui ne soutenait pas beaucoup la communauté francophone comparée au gouvernement municipal précédent. Le gouvernement Ford est un gouvernement provincial, non municipal, mais disons que ce qu'on voit en Ontario et on le voit ailleurs au Canada, notamment au Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y a une intention, à tout le moins, de la part des gouvernements provinciaux de mettre à l'arrière-plan les droits et les acquis de la communauté minoritaire sous prétexte que ces droits-là coûtent trop cher. On voit souvent la rhétorique économique là, de couper dans les services, dans les droits de la minorité pour une question financière. La province ne peut pas se le permettre, etc., etc. Alors qu'on décide de financer des choses qui, on peut se questionner quant à leur importance. Je pense notamment au réseau de course à cheval, par exemple, en Ontario, qui a été refinancé par le gouvernement Ford. Donc ça, c'est un défi pour la minorité de faire comprendre à la majorité la valeur, non seulement symbolique, mais la valeur institutionnelle de certains des services qui sont offerts et les conséquences importantes que des coupures comme celles qu'on a vues en Ontario en novembre dernier peuvent avoir sur la population minoritaire, là. Mais au-delà de ça, il y a certaines institutions qui sont mieux protégées que le commissariat aux services en français, par exemple. Je pense notamment au réseau scolaire, évidemment, qui est protégé par la Constitution canadienne. Et là, ça, c'est l'une des pierres de touche des communautés francophones, non seulement en Ontario, mais partout au Canada. Donc, en fait, en parlant de l'éducation, est-ce que le maintien de la francophonie devrait passer par une politique d'émigration facilitant l'arrivée des francophones, ou plutôt par l'éducation en français? Je crois que les deux réponses sont bonnes. On peut seulement constater que dans l'histoire longue de l'Ontario français, l'éducation a été une priorité depuis les tout débuts. Le premier organisme franco-ontarien qui a été fondé, c'est l'Association canadienne-française pour l'éducation en Ontario, l'ACFEO, qui est devenue éventuellement l'ACFO, et aujourd'hui qui est l'Assemblée franco-ontarienne. Donc, le domaine de l'éducation, de s'assurer de pouvoir avoir accès à une éducation primaire, secondaire dans la langue française, même avant que les sociologues développent des connaissances et des savoirs qui nous ont permis de mieux comprendre l'importance centrale de l'éducation pour le maintien des communautés francophones. On le savait déjà de façon intuitive. Ça a été vraiment la première bataille des Franco-Ontariens. Par contre, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on voit que les communautés francophones en situation minoritaire au Canada, en termes de pourcentage, là, grandissent
moins rapidement que le reste de la population. Et ça, c'est en partie à cause de l'immigration. La très grande majorité des nouveaux arrivants qui arrivent au Canada n'ont pas le français comme l'une des langues parlées. On sait que le gouvernement fédéral, entre autres, fait des efforts pour tenter de recruter de plus en plus d'immigrants francophones, mais malgré la cible de 5% d'immigrants dans chaque province qui devrait être de langue française que s'est donné le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, cette cible-là n'est pas atteinte. Elle est loin de l'être, en fait. En Ontario, on est sous la barre des 3%. Donc, il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. D'accord. Maintenant, je vais jouer un extrait de Madame Diane Adam, présidente du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, et j'aimerais vos réactions. C'est super important qu'on ait vraiment un centre d'innovation et de savoir dont l'université fait partie et qu'on puisse vraiment contribuer là vraiment à l'économie non seulement de l'Ontario mais du pays, puis qu'on devienne des acteurs clés et que la francophonie soit pas toujours perçue comme un coût, comme souvent. Comme commissaire, moi, souvent, j'entendais, bien, tu sais, ça coûte tant pour traduire, c'est bien plus simple une langue, etc. Mais non, la diversité, c'est de la richesse, puis ça l'amène de la richesse. Et on contribue à la richesse économique et culturelle et humaine du Canada, ce qui fait que le Canada est vraiment un pays différent et distinct, et je pense qu'on va contribuer à ça. Vos réactions? Je crois que Mme Adam n'a pas du tout tort. C'est un fait que l'éventuelle création d'une université de l'Ontario français à Toronto aurait de retombées économiques certaines. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre bilingue ici à Toronto et la création d'une telle institution là permettrait de pallier à certaines de ces lacunes-là. Par contre, je pense que Mme Adam ne va pas assez loin. Il y a un sociologue des communautés francophones très bien connu, Joseph Yvon-Thériault, qui a déjà dit il faut se prétendre être une société pour vouloir se donner une université. Et ce qu'on entend par là, c'est que, bon, non seulement l'université, c'est une institution qui va produire des richesses, qui va produire une main-d'œuvre qualifiée, etc., mais le projet universitaire en Ontario français, selon moi, il va beaucoup plus loin que ça. C'est un lieu commun qu'on se donne, c'est un lieu où on va se permettre et se donner les moyens de réfléchir sur la communauté franco-ontarienne. Et là, on ne parle pas seulement d'innovation, là. On parle d'histoire, on parle de démographie, on parle de politique, on parle d'un projet de société qui va beaucoup plus loin que l'extrait, en tout cas là, que vous avez fait jouer de la vision de Mme Adam sur l'Université de l'Ontario français. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, nous vous avons invité à la suite de l'annonce de Radio-Canada que Madame Denise Bombardier passerait en tournage à Kingston et Toronto jeudi et vendredi dernier, dans le cadre d'un documentaire sur la question suivante: existe-t-il une vitalité francophone à l'extérieur du Québec? Cette même Denise Bombardier avait affirmé en 2018 à l'égard des francophones hors Québec que toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. Une affirmation polémique qui avait suscité de vives réactions à travers le pays. Vous-même, vous participez dans le documentaire comme une des intervenantes avec qui s'entretient Madame Bombardier, en tentant de lui ouvrir les yeux. D'ailleurs, vous étiez avec elle en tournage jeudi vendredi dernier. Avez-vous pu vous rejoindre sur l'amour de la langue française comme vous l'aviez envisagé lors de votre entretien dans Il y a pas de matin pareil sur Radio-Canada? Bien, on a parlé de plusieurs différents sujets. La question de la place de la langue française au Canada, c'est l'un des enjeux dont on a parlé. Faut pas se cacher que Mme Bombardier est assez nationaliste. À cet effet-là, je n'avais pas la prétention de lui faire changer d'idée. Mais on a certainement parlé de l'importance du fait français aujourd'hui, mais aussi dans l'histoire du Canada, et du fait que la Fédération canadienne reposait en partie sur le compromis entre les deux peuples fondateurs qui étaient à la table à l'époque, les Canadiens français, les Canadiens anglais. Évidemment, à cette époque-là, on n'avait pas invité les peuples autochtones, ce qui est selon moi une erreur historique, mais
ce compromis-là existe encore aujourd'hui et ce compromis-là n'avait jamais l'intention de s'arrêter aux frontières du Québec. Et donc, on a eu des discussions assez sérieuses à cet effet-là, non seulement sur l'histoire du Canada, la façon dont le fait français a eu sa place plus ou moins dans l'histoire du Canada, mais aussi là où on en est rendu aujourd'hui. Et d'où est venu cet amour pour la langue française? Est-ce de cette injustice quand vous étiez jeune ou est-ce de quelque chose d'autre? Ben, c'était en partie cela, mais c'était certainement aussi en partie de ce rapport de proximité à l'autre anglophone, je crois, qui nous fait peut-être réaliser un peu plus qu'ailleurs la beauté de la différence qu'on porte en étant francophone. Lorsque on est en situation majoritaire, on le prend peut-être un peu comme acquis, alors que lorsqu'on apprend à connaître l'autre, bon, dans le cas qui est le mien, l'autre étant le majoritaire anglophone, avec sa culture propre, ses références propres, on se rend compte de la différence qu'on a, que ce soit une différence culturelle, mais aussi de différentes façons de voir le monde. Et ça, je pense que cette proximité à la communauté anglophone en étant en situation minoritaire, ça a été un moment important pour moi. Et pourquoi accepter le défi d'une personne qui semble si volontiers de calomnier les communautés francophones en dehors du Québec? J'étais réticente à l'idée de partir un documentaire avec Madame Bombardier au départ parce que Madame Bombardier, si on connaît un peu son histoire, on sait que c'est quelqu'un qui aime la polémique. Malgré les propos qu'elle avait dit à Tout le monde en parle, j'avais l'impression que elle en savait beaucoup plus que ce qui avait été retenu, disons, dans les médias par rapport à notre situation. Madame Bombardier, c'est quelqu'un qui a été dans plusieurs des communautés francophones au Canada. Elle voyage beaucoup, elle a écrit énormément et donc elle a été invitée à participer à plein de salons du livre, par exemple, en Acadie, en Ontario et même dans l'Ouest canadien. Donc, elle n'était pas complètement ignorante de nos réalités. Par contre, je me suis dit que j'étais peut-être une interlocutrice qui pourrait amener un dialogue sur la table qui pourrait être intéressant, mais aussi de discuter avec elle justement de ce qu'elle savait et de la façon dont ses propos ont été perçus chez nous. Et finalement, au-delà de tout ça, un documentaire, ça ne sera pas regardé que par Madame Bombardier et par les personnes qui ont été appelées à intervenir dans le cadre de ce documentaire-là. Ça sera diffusé à Radio-Canada cet automne. Et je me suis dit, dans le pire des cas, même si Madame Bombardier reste campée, disons, sur ses positions qui sont celles qu'on a entendues l'automne dernier, peut-être qu'au travers de ce documentaire-là, les gens qui visionneront le documentaire, eux, en retireront quelque chose. Et donc, je me suis dit, voilà peut-être un projet finalement qui vaut la peine. Et lors de ce même entretien sur Y a pas de matin pareil, vous affirmez que c'est beaucoup plus facile de vivre en français au Canada à l'extérieur du Québec aujourd'hui que ce l'était il y a 20 ou 30 ans. Or, selon la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval et Statistique Canada, le français est en baisse continue au Canada depuis 30 ans. Le pourcentage des francophones passant de 25% en 1981 à 20% en 2016, tandis que peu de changements ont été observés chez la population francophone au Québec. Pouvez-vous développer votre propos? Certainement. Donc, lorsqu'on parle de pourcentage, on ne parle pas des chiffres réels. Comme je le disais tout à l'heure, les populations francophones à l'extérieur du Québec ne sont pas en voie de s'assimiler et ne sont pas en dégringolade en termes de chiffres réels. Leur pourcentage baisse parce que la population majoritaire grandit plus vite que nos propres chiffres. Et donc, malgré le fait que nos populations s'accroissent, elles perdent en termes de pourcentage. C'est un simple calcul mathématique. Donc, ça, c'est la première partie de la réponse. D'autre part, si on compare l'étendue des services qui sont offerts aux communautés francophones en situation minoritaire aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans, on constate qu'il y a eu une évolution. Il y a aussi eu une évolution dans le rapport de la majorité à la langue française.
Et ça, on l'a vu très bien en novembre dernier, lorsque le gouvernement Ford a décidé de couper dans les services en français. On a vu non seulement les francophones monter aux barricades, mais on a aussi vu nombre d'anglophones et de voix importantes au sein de la communauté majoritaire qui s'est jointe à celle des francophones. Quand je pense au Ottawa Citizen, qui a publié une chronique en français et en anglais pour soutenir la cause des Franco-Ontariens, quand le Toronto Star, le Globe and Mail ont publié des éditoriaux aussi à ce sujet-là, en décriant les coupures dans les services en français, là, on se rend compte qu'il y a réellement eu une évolution dans la perception et dans l'appui de la communauté majoritaire aux communautés francophones. Et là, si on compare à il y a 30 ans, par exemple, et même voire il y a 20 ans, si on veut reculer moins loin, par exemple, la cause Montfort, à la fin des années 90, début des années 2000, on n'avait pas du tout reçu le même type de soutien de la part de la population majoritaire. Donc là, du point de vue là de l'acceptation et du soutien du reste des Canadiens par rapport aux faits français, je crois qu'il y a réellement lieu de constater qu'il y a eu une grande évolution. Et donc, quel est le poids politique des francophones de l'Ontario, valeur du jour? Au sein de l'Assemblée législative à Queen's Park, on compte 8 députés franco-ontariens en ce moment, donc c'est très peu. Et c'est là l'un des grands défis des communautés minoritaires partout au pays. Peut-être un peu moins au Nouveau-Brunswick parce que leur masse démographique est beaucoup plus importante. On la situe à peu près 1/3 de la population de la province. Et c'est certain que d'un point de vue électoral, cette baisse de pourcentage-là de la population francophone est problématique. Et donc, au fur et à mesure que ça devient de plus en plus difficile pour les Franco-Ontariens d'élire l'un ou l'une des leurs pour être, disons, une voix porte-parole en tant que député à l'Assemblée législative provinciale, ça devient de plus en plus important d'avoir des acteurs, que ça soit public ou parapublic, comme par exemple le commissaire aux services en français, pour défendre et soutenir le point de vue des Franco-Ontariens à l'intérieur même de l'appareil d'État. Et donc, ça, c'est l'une des façons qu'on peut pallier justement cette baisse de démographie en termes de pourcentage. D'accord. Et au Canada, quel est le poids politique des francophones au Canada? C'est un peu la même situation, mis à part, si on met de côté le Québec où la très grande majorité des députés sont francophones, ils ne le sont pas tous, il y a quelques anglophones, il y a aussi évidemment des autochtones, je pense notamment à Roméo Saganache, mais à l'extérieur du pays, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des voix francophones au Parlement du Canada. Ça, c'est une situation qui ne va pas changer, mais c'est une situation sur laquelle, par contre, on devrait se pencher. Lorsqu'on parle, par exemple, de réforme du mode de scrutin au Canada, les communautés francophones en situation minoritaire devraient absolument se mêler de ce type de débat-là parce que si on passait d'un système uninominal à un tour comme celui-là qui existe aujourd'hui à un système proportionnel, par exemple, ça pourrait avoir des impacts très grands sur la représentation des communautés francophones parmi la députation à Ottawa. Donc, il y a des enjeux là certainement qui devraient être surveillés. Pour la loi sur les services en français, est-ce toujours d'actualité en 2019? Vous voulez dire la loi ou la modernisation de la loi ou... Oui, la modernisation. Absolument. D'ailleurs, dans son avant-dernier rapport, le commissaire aux services en français, François Boileau, avait émis plusieurs recommandations pour une éventuelle refonte de la loi sur les services en français. Ça n'a pas, évidemment, eu une très grande réception auprès du gouvernement actuel. On sait qu'avant la fin de la session parlementaire, la députée Nathalie Desrosiers a déposé un projet de loi privé qui proposait certaines pistes afin de moderniser la loi sur les services en français, mais elle a eu une fin de non-recevoir de la part de la majorité à Queen's Park. Donc, c'est un sujet sur lequel la communauté francophone devrait garder un œil, mais actuellement à Queen's Park, il semblerait pas qu'il y ait une très grande réceptivité face à cet enjeu-là. Êtes-vous satisfaite avec les initiatives gouvernementales, qu'elles soient municipales ou nationales jusqu'à présent, et quelles seraient les améliorations à apporter?
C'est une question un peu large. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Donc commençons un peu avec le gouvernement provincial. Êtes-vous satisfaite avec les initiatives gouvernementales du gouvernement provincial et quelles seraient les améliorations à apporter à ce gouvernement? Écoutez, depuis l'élection du gouvernement Ford l'année passée, on peut pas dire qu'ils ont un bilan particulièrement reluisant en matière d'initiatives qui portent sur les services en français. On parle de la perte de l'indépendance du commissaire aux services en français qui se retrouve aujourd'hui sous le chapeau de l'Ombudsman de l'Ontario. On parle de l'annulation de la création de l'Université de l'Ontario français. On parle de coupures très importantes dans le domaine de l'éducation, ce qui touche d'autant plus les commissions scolaires francophones parce que la grande majorité d'entre elles ont des écoles qui explosent, alors que ce n'est pas le cas de plusieurs des conseils scolaires anglophones. On parle de coupures en santé, ce qui aura de toute façon des impacts sur l'offre de services en français. Donc, le bilan est assez pauvre là, du côté provincial du gouvernement actuel. Et national? Au niveau national, le gouvernement actuel est en période préélectorale. On a fait des promesses par rapport à la modernisation de la loi sur les langues officielles, mais ça, c'est un sujet qui reste encore à déterminer, à savoir si le gouvernement Trudeau est prêt à livrer la marchandise. Depuis les 2 dernières années, au Parlement du Canada, il y a eu plusieurs études qui ont été menées à la fois par le comité sénatorial et le comité parlementaire sur les langues officielles vis-à-vis la modernisation de la loi. D'ailleurs, le comité sénatorial a déposé un très bon rapport juste avant la fin de la session parlementaire pour finalement démontrer qu'il y avait lieu de moderniser de façon assez approfondie la loi sur les langues officielles. Maintenant, ça sera à tout un chacun en francophonie canadienne de s'assurer et de faire pression sur les candidats des différents partis politiques pour qu'ils élaborent ce qu'ils feraient de la modernisation de la loi sur les langues officielles s'ils étaient élus. Il semble y avoir un consensus à la fois au Parti libéral, au Parti conservateur et chez les néo-démocrates que la modernisation de la loi sur les langues officielles devrait aller de l'avant très bientôt. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelles seraient les promesses plus concrètes de chacun des partis à cet effet-là. Il faudra probablement attendre les plateformes électorales de chacun des partis pour en savoir plus. Mais si, disons, l'un de ces 3 partis-là, tout le moins, n'avait pas de recommandations concrètes et une plateforme concrète de ce qu'ils voudraient faire de la loi sur les langues officielles, advenant qu'ils étaient portés au pouvoir, à ce moment-là, il y aura lieu de se poser de sérieuses questions parce que la très grande majorité du travail de réflexion sur la modernisation de la loi a déjà été faite. Donc, si on veut voir qu'un parti politique est sérieux dans son intention de moderniser la loi, il faudra regarder dans les plateformes électorales quand la fameuse élection sera déclenchée, là. Certains détracteurs affirment que les collectivités francophones d'Ottawa sont mieux organisées qu'à Toronto. Réflexion? C'est une question qui est difficile, d'une part parce que les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Ottawa est à très grande proximité du Québec, évidemment, seulement de l'autre côté de la rivière des Outaouais, il y a Gatineau-Hall, et donc ça amène là un influx de population francophone au quotidien à Ottawa, ce qui fait que le fait français à Ottawa est beaucoup plus visible, beaucoup plus audible. Il y a la présence d'institutions très importantes, notamment l'Université d'Ottawa, évidemment, qui porte et qui donne une voix à la communauté francophone à Ottawa. Ottawa est aussi un centre névralgique du point de vue politique, évidemment, étant la capitale du pays. Donc, on retrouve à Ottawa, disons, une visibilité du fait français qui n'est pas celle de Toronto. À Toronto, le fait français est un peu noyé dans la mosaïque multiculturelle. Ce n'est pas du tout la même réalité. J'ai l'impression que c'est le fait de la plupart des grandes villes au Canada, à l'extérieur du Québec. Si on pense à Winnipeg, à Edmonton, il y a là aussi des populations francophones dans des nombres importants,
mais ils sont un peu noyés dans le reste de la population. Mais Toronto, évidemment, là, du point de vue du multiculturalisme, est particulier à cet égard-là, ce qui fait que le fait français est un peu moins visible. Par contre, pour ceux qui se donnent la peine de chercher les services à la population francophone, sont tout aussi présents qu'à Ottawa. Et comment devrait-on percevoir la langue française au Canada? Comme une langue empruntée, ancrée au passé, comme un héritage, comme un trésor national à protéger de l'influence de l'anglais, ou bien comme un bien en évolution constante qui nous est propre? Je pense que toutes ces réponses-là sont bonnes. Ça dépend de la façon dont on appréhende la question. Le fait qu'il y a une communauté francophone en Ontario qui se prétendre être plus justement qu'une communauté multiculturelle parmi tant d'autres, c'est un fait qui est ancré dans l'histoire, mais c'est aussi une communauté qui se projette dans l'avenir et qui le démontre par exemple en revendiquant une université homogène de langue française. Donc ça, c'est selon moi une indication que cette communauté-là est ici pour rester et qu'elle se voit un avenir en Ontario. Donc justement, nous avons un peu parlé du gouvernement provincial que nous avons maintenant. Et nous parlons beaucoup des difficultés que ce gouvernement apporte aux services en langue française. Y a-t-il eu une occurrence similaire dans le passé avec un autre gouvernement? Certainement. Tout à l'heure, je parlais de l'affaire Montfort à la fin des années 90. Donc, gouvernement conservateur de Mike Harris qui avait été porté au pouvoir à Queen's Park et qui avait décidé de fermer l'hôpital Montfort dans la région d'Ottawa. L'hôpital Montfort qui est une institution bien particulière en Ontario français du fait que c'est l'une des seules institutions hospitalières qui fonctionne en français dans la province, mais c'est c'est le seul hôpital où l'on éduque, où l'on instruit des médecins. Donc, c'est aussi un lieu de formation pour les Franco-Ontariens et non seulement un lieu où on va chercher des services. Et ça a été l'un des nerfs de la guerre dans la cause qui a été portée devant les tribunaux, de démontrer que l'hôpital Montfort était une institution nécessaire pour l'avenir de la communauté franco-ontarienne. Pour toutes ces raisons-là. Et d'ailleurs, la cause a été gagnée en 2001 à la Cour d'appel de l'Ontario. Et avec le résultat que nous avons encore l'hôpital Montfort aujourd'hui, qui a d'ailleurs réouvert ses portes non seulement, mais qui est aujourd'hui une institution beaucoup plus grande que celle qu'elle était au début des années 2000. En parlant de lieux de formation, avez-vous foi en l'Université de l'Ontario français et voyez-vous un accroissement de cet établissement comme l'établissement de Montfort? Il faudrait pas encore que l'Université de l'Ontario français ouvre ses portes et qu'elle accueille des étudiants. Donc, on espère que ce sera chose faite bientôt, mais je crois que la grande majorité des Ontariens retiennent encore leur souffle par rapport à ce dossier-là. On a vu dans les dernières semaines que la ministre responsable des Affaires francophones, Caroline Mulroney, se disait prête à discuter avec Mélanie Joly, qui est ministère des Affaires des langues officielles et du tourisme à Ottawa. Celle-ci avait offert de délier les cordons de la bourse fédérale pour aider à la poursuite du projet. Mais cette rencontre-là n'a pas encore eu lieu et tant et aussi longtemps que le gouvernement de l'Ontario prétend qu'il ne peut pas financer ce projet-là, il faut soit voir à ce que le gouvernement fédéral continue d'investir ou sinon le projet ne fera pas long feu. Donc pour le moment, ça semble être assez chancelant, malheureusement. Est-ce que c'est important pour les francophones de cette province de suivre les actualités concernant ces sortes de services? Absolument, absolument. Si la communauté francophone se désintéresse de ces luttes-là,
qui sont fondamentales, ben à ce moment-là, je sais pas pourquoi on continuerait de se battre. Et est-ce qu'il y a assez de francophones en ce moment qui suivent les nouvelles et qui réagissent activement, selon vous? À mon avis, oui. Évidemment, j'évolue dans un microcosme qui est celui-là du monde académique. Mais lorsque je parle à des membres de la communauté, j'ai l'impression que la communauté est présentement en alerte. Et ça, c'est depuis le mois de novembre dernier. Je crois que les coupures du gouvernement Ford ont un peu galvanisé le front commun des Franco-Ontariens. Je crois qu'il y a une bonne partie de la population franco-ontarienne qui suit l'actualité et qui est intéressée par ces dossiers-là. Donc ces coupures sont un peu une bonne chose, n'est-ce pas, puisque cela alerte tous ces francophones et avec ces coupures, nous pouvons voir le pouvoir des francophones de l'Ontario. Pardon, pouvez-vous répéter la question? Donc ces coupures qui ont été opérées par le gouvernement provincial peuvent être vues comme quelque chose qui est bon, n'est-ce pas? Puisque ça a porté beaucoup plus d'attention sur l'état des services en français et aussi sur les francophones. Disons que ça a eu un effet inattendu. Je dirais pas que c'est un effet positif parce qu'on veut pas donner des idées au gouvernement de faire d'autres compressions. Mais pour le meilleur et pour le pire, la communauté franco-ontarienne se mobilise très souvent lorsqu'elle est attaquée et c'est ce qu'on a vu depuis novembre dernier, effectivement. Récemment, il y a eu un accord entre les anglophones du Québec avec des francophones de 2 autres provinces. Avez-vous des réflexions sur cela? J'ai fait part de mes réflexions dans les journaux avec mon collègue Serge Méville. On a publié un petit éditorial dans le journal Le Devoir, pas le week-end dernier, mais celui-là d'avant. C'est une entente qui, évidemment, fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle a été annoncée. Je pense que c'est une entente qui démontre le nœud gordien qui est au cœur du régime linguistique du Canada, c'est-à-dire que il devrait y avoir une alliance naturelle entre les francophones en situation majoritaire, c'est-à-dire les francophones du Québec, et les francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec, puisque le français au sein du Canada est la langue de la minorité et la langue que l'on devrait chercher à protéger et à promouvoir. Par contre, le régime linguistique fédéral qui fait que certaines compétences névralgiques dans le domaine linguistique sont des compétences provinciales, je pense notamment évidemment à l'éducation et à la culture, font que le Québec a dû protéger son propre domaine de compétences et ce qui l'a amené à se liguer contre les francophones en situation minoritaire qui cherchaient à s'arroger une certaine mesure d'autonomie dans le domaine de l'éducation notamment, avec le résultat que lorsque les communautés francophones se présentent devant les tribunaux, par exemple à la Cour suprême, pour obtenir des réparations de la part de leurs gouvernements provinciaux respectifs dans le domaine de l'éducation, lorsque l'article 23 de la Charte est violé, par exemple, lorsque la qualité de l'éducation dans les écoles francophones n'est pas la même que celle des écoles anglophones. Le gouvernement du Québec a souvent pris le parti des provinces plutôt que le parti des communautés francophones en situation minoritaire. Et donc ça a été vraiment délétère pour les relations entre le Québec et la francophonie canadienne parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour plusieurs des communautés, l'éducation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Jusqu'à maintenant, le Québec a refusé de tenter de prendre le pari d'une certaine asymétrie dans le régime linguistique, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que les droits en éducation de la minorité de langue officielle ne s'appliquent pas de la même façon au Québec, puisque la communauté anglo-québécoise n'a pas du tout les mêmes défis que les communautés franco-canadiennes. Donc, que les droits de l'article 23 soient appliqués de façon différente au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Donc ça serait quelque chose qu'on aimerait voir à l'avenir.
Et donc, ça permettrait, là, si le Québec prenait le parti de cet argumentaire-là, ça permettrait au Québec de pouvoir à la fois protéger ses compétences provinciales, mais aussi de se faire l'allié des communautés francophones. Donc, jusqu'à ce que le Québec décide de prendre ce type d'argumentaire-là, il reste une certaine symétrie en des termes légaux dans le régime linguistique canadien qui n'est pas représentatif des réalités sur le terrain. Et les réactions qu'on a vues à l'alliance, à l'entente de principe entre l'Assemblée franco-ontarienne, le Québec Community Groups Network et la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick est représentative, selon moi, de cette absurdité-là, du régime linguistique canadien. Madame Stéphanie Chouinard, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. C'était Madame Stéphanie Chouinard, professeure adjointe en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Retrouvez-nous ce vendredi pour une discussion avec Dr Kevin Gaudreault sur la nostalgie. Monsieur Kevin Gaudreault est docteur en psychologie de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Merci pour votre écoute et à bientôt. Midi Choc. Choc. Avec Anne Lonto. Avec Anne Lonto.